Bonjour Kautar Archi. Bonjour. Vous êtes écrivaine et sociologue et vous avez publié l'année dernière Comme nous existons, un récit autobiographique aux éditions Actes Sud. Et vous venez de publier un texte sur le site des Inrocks en réaction au premier tour de l'élection présidentielle, dans lequel vous dites ne plus ressentir ni le scandale ni la peine face aux résultats. Je voulais vous demander d'où vient déjà l'absence de ces émotions chez vous. C'est une absence d'émotion qui est certainement due au fait que cela fait maintenant plusieurs années, avec Emmanuel Macron, un quinquennat, durant lequel on a la possibilité d'observer au quotidien des formes d'attaques très violentes qui sont portées contre les mouvements sociaux, contre les populations les plus précaires, contre les quartiers populaires. Et surtout, on voit aussi apparaître, d'une manière ou d'une autre, une forme de stratégie de la part d'Emmanuel Macron pour tenter de favoriser la présence de Marine Le Pen au second tour, ce qui est une manière de se garantir une sorte de statut d'élu. Il est doublement élu. Il est élu selon le processus démocratique, mais il est élu aussi comme une sorte de sauveur national qui nous protégerait de l'extrême droite avec cette question du barrage sur laquelle il a fortement compté. Quelles sont les émotions alors qui vous ont habité en voyant le résultat du premier tour? Un sentiment de continuité en fait. Tout continue. La lutte continue bien sûr, la critique continue bien sûr, le soutien aux populations les plus vulnérables continue aussi, mais c'est évident, un sentiment aussi très fort de lassitude par rapport à cette sorte d'étiolement, à cette sorte de fragilisation assez forte de l'idée démocratique en France. C'est vrai que c'est la troisième fois que l'extrême droite arrive au deuxième tour d'une élection présidentielle en France, et à chaque fois ça semble susciter moins d'indignation, moins de colère. Comment vous expliquez cette normalisation de l'extrême droite en France ? Alors je crois que la question de la normalisation de l'extrême droite en France, elle tient d'une part à la stratégie que Marine Le Pen, par exemple, développe depuis plusieurs années, ce que certains ont appelé la dédiabolisation de sa personne, mais aussi de sa posture politique, de son projet. C'est quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement problématique, puisqu'il suffit de lire le programme de Marine Le Pen, il suffit d'être attentif au projet politique dont elle parle assez régulièrement pour voir qu'au centre de ce projet-là, ce qui se trouve clairement énoncé, c'est une forme de volonté de légitimer le suprémacisme blanc, c'est-à-dire un projet politique qui vise à contrôler de manière extrêmement stricte la composition interne de la société française par la remise en place de frontières raciales claires et infranchissables. Donc il y a un travail de la part de cette extrême droite-là pour tenter de gagner en respectabilité, c'est-à-dire pour tenter de légitimer des idées qui sont inacceptables et qui relèvent de l'idéologie fasciste. Il y a ce travail que fait l'extrême droite, et elle le fait pour elle-même, et elle travaille pour elle-même, mais on pourrait dire aussi que d'autres organes, d'autres espaces sociaux travaillent aussi pour l'extrême droite, sans le dire, mais les effets de ce travail-là sont bien notables. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, au regard de la politique qu'il a menée, au regard des projets de loi qui ont été défendus, je pense notamment au projet de loi Asile, Immigration et bien évidemment à la loi aussi sur la question du séparatisme, a travaillé d'une certaine manière à faire entrer les idées de Marine Le Pen dans l'espace républicain. Il a été celui qui a, d'une certaine manière, posé la question de l'ethnicisation de la société française, non pas à partir de la question des inégalités et des discriminations, mais à partir d'une forme d'accusation des personnels et des membres des espaces antiracistes comme étant à l'origine de cette forme de racialisme. Donc il y a une sorte de jeu, il y a une sorte de troc, comme je le disais dans le texte que vous citiez en introduction, entre un candidat à la présidentielle qui est mandaté
une sorte de néolibéralisme sauvage et qui demande, ou qui sous-traite, entre guillemets, cette question-là à l'extrême droite. Donc il y a cet échange qui est un échange bien évidemment malsain, mais qui politiquement est extrêmement rentable pour ces deux partis-là. Donc c'est une rencontre assez terrible et terrifiante entre le néolibéralisme, cette rationalité politique que porte Emmanuel Macron, et cette aspiration de l'extrême droite de devenir un parti comme les autres, de devenir un parti qui fait partie de l'espace républicain. Et en contrepoint de ce travail de dédiabolisation de l'extrême droite, pensez-vous qu'il y a une responsabilité aussi sur le long terme de la gauche électorale et de la gauche intellectuelle? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dans la bataille des idées, elle a baissé les armes et elle a rendu possible cette accession au deuxième tour et cette domination dans l'espace politique et médiatique des idées d'extrême droite? Ce jeu, cette forme de marchandage qui existe entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, où l'un soutient l'autre, où l'un promet à l'autre une forme d'existence politique renforcée, ce n'est évidemment pas le propre de la politique macronienne. Il faudrait peut-être remonter au début des années 1980, avec notamment une figure comme celle de François Mitterrand, qui, avec une autre figure de l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, a accordé, sous couvert de pluralisme, une existence médiatique à celui qui réclamait alors de participer aux émissions politiques comme tout autre homme politique. Donc il y a une sorte de filiation ici, il y a une sorte de stratégie de gain électoral, d'accession à l'Élysée, qu'Emmanuel Macron use aux deux sens du terme. Il l'utilise, mais il fragilise aussi cette stratégie, puisqu'elle devient, pour le corps des électeurs et des électrices, de plus en plus insupportable. Ensuite, c'est évident que la question de la gauche se pose. Si nous sommes actuellement dans une sorte de réflexion tactique où nous nous demandons ce que nous devons faire, c'est aussi parce que nous reprenons sur nos propres épaules individuelles une forme de quête de puissance, de quête de solution, qui devrait exister d'abord à l'échelle politique et à l'échelle collective. Alors j'entends bien que Jean-Luc Mélenchon a fait tout ce qu'il a pu, et on pourrait dire qu'il a gagné des voix supplémentaires, il a gagné des électorats supplémentaires, même si ça ne lui a pas permis d'accéder au second tour. Mais la gauche, c'est quelque chose, à mon sens, de beaucoup plus large qu'une simple figure masculine tutélaire. C'est plus qu'un parti, c'est d'abord une idée et c'est une certaine forme d'organisation des structures collectives autour de cette idée-là. Et c'est évident que l'idée de gauche en France est une idée qui se fragilise d'autant plus qu'elle a face à elle deux ennemis imparables, comme je le disais, l'ennemi néolibéral incarné par Emmanuel Macron et l'ennemi fasciste incarné par Marine Le Pen. Et c'est se ligue, on pourrait dire, contre cette idée de gauche, à la fois la haine de la démocratie, c'est quelque chose qui est extrêmement présent et qu'on remarque assez facilement, la haine des minorités sociales, la haine des minorités raciales et musulmanes, la question de l'islamophobie a joué un rôle structurant dans le cadre de cette élection. Et ces deux haines-là, cette haine de la démocratie et cette haine des minorités sociales, prônent par-dessus tout la haine de l'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, vient directement frapper au cœur l'idée de gauche, qui est l'idée égalitaire par définition. Et il nous reste à construire des formes de résistance qui permettraient de faire vivre cet idéal de gauche, à la fois de manière idéologique, et à la fois de manière effective. Mais le rapport de pouvoir est tel, l'hégémonie est telle, qu'il est évidemment extrêmement difficile de produire une action qui, à son tour, produise du politique qui transforme le social. Mais ça fait partie du travail quotidien et du travail de chacun, chacune.
Un des faits marquants du résultat du premier tour, c'est en effet le résultat élevé de Jean-Luc Mélenchon, qui a recueilli beaucoup de voix, notamment chez les abstentionnistes et dans les quartiers populaires, alors que la gauche, historiquement, avait rompu électoralement avec les classes populaires. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que l'idée de gauche est encore vivante et que malgré le fait qu'il n'ait pas accédé au second tour, elle a un avenir ? Oui, je pense que l'idée de gauche est par définition l'idée de l'avenir. C'est l'idée du possible et c'est l'idée que quelque chose du meilleur nous attend demain. Là où quelque chose de l'idée de droite plaiderait davantage pour une sorte de continuation du présent tel qu'il est. Alors, ce qui l'emporte bien évidemment actuellement, c'est l'inertie. C'est le présent qui continue, puisque le présent arrange les classes dirigeantes, cette sorte d'oligarchie capitaliste qui nous gouverne. Mais l'idée de gauche, elle est pluridimensionnelle. Comme je le disais, elle ne se résout pas à une existence qui serait uniquement celle de l'existence institutionnelle ou celle de l'existence réglée par les partis classiques en place. Elle a à s'étendre au-delà de toutes les frontières qui seraient susceptibles de la réduire. Alors on pourrait me dire que tout ça, ce ne sont que des mots, on est bien confronté à cela, mais la question de la mobilisation, la question de la massification des mouvements sociaux, la question de ce qu'on a appelé parfois une forme de convergence des luttes, qui est à mon sens simplement l'idée de faire de plus en plus masse, même si ces formes d'alliance sont susceptibles d'être désunies au terme de la manifestation en question. Donc tout ça, à mon sens, est à poser. Tous les outils qui sont existants sont à utiliser, et ils sont à utiliser selon des formes de temporalité, selon des contextes distincts. Mais bien évidemment que cette idée de gauche, elle est absolument vivante. La preuve, nous sommes là, la preuve, nous en discutons. Et il y a encore une fois, sur le terrain des inégalités et des discriminations, un travail incroyable qui est à mener. Donc cette question continuera à se poser, et elle doit constituer une forme de foyer de résistance, même si pour l'instant on a davantage affaire à des formes d'îlots plus ou moins isolés les uns des autres. Vous parlez des mots, et c'est vrai que la gauche, c'est aussi, parmi ses multiples dimensions, des mots qui comptent et qui font contrepoids dans l'espace public. Dans cette campagne électorale, les mots qui ont hégémonisé le débat public étaient surtout des expressions d'extrême droite, notamment par exemple l'expression de grand remplacement, des expressions assez violentes. D'abord, comment vous expliquez que ces mots se soient à ce point répandus et normalisés eux aussi dans l'espace médiatique? Est-ce que vous avez identifié des mots qui peuvent faire contre-feu à ces mots-là? Oui, c'est évident que à la fois les logiques néolibérales et les logiques fascisantes vont être dans une forme de volonté d'arracher aux mots de la gauche, aux mots de l'émancipation, aux mots de l'égalité, toute forme de cohérence, toute forme de logique. Ce sont des formes de mécanismes de dévoration qui permettent de transformer un vocabulaire historique et institué en une sorte simplement de marché aux expressions libres, de marché aux slogans, de telle sorte finalement qu'une forme de brouillage est produit entre les mots des adversaires politiques entre eux. Quand on voit la manière dont le mot république, par exemple, ou républicain ou républicaine, a été dévoyé par des membres du gouvernement qui pratiquent des politiques anti-républicaines, c'est-à-dire qui remettent sur la table l'idée d'une république raciale ou d'une république bourgeoise en omettant sa dimension sociale et égalitaire. La tension est immédiatement apparente et on voit bien qu'il y a là quelque chose d'une manipulation stratégique qui est à l'œuvre. Ça veut dire aussi qu'à gauche, nous avons un travail intellectuel à mener qui est lié à la question de la complexité, qui est lié à la question de la définition du vocabulaire que nous utilisons, la question des mots et des mots d'ordre aussi que nous décidons de nous donner. Par rapport à cette question-là, j'ai
pas particulièrement d'inquiétude. L'imagination politique est telle que nous serons toujours capables et en mesure d'inventer de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Mais le brouillage des frontières, ce qui relève du républicain et ce qui relève de l'anti-républicain, ce qui relève du démocratique et de l'antidémocratique, tout ça, en effet, m'inquiète beaucoup plus. Pour les mots, je pense que ça ira. Je pense que nous serons toujours en mesure de produire quelque chose. Par contre, pour contrer les politiques qui sont menées, pour contrer les formes de légalisation de l'islamophobie, pour contrer les formes de punition collective subies par les populations en migration, là, quelque chose de beaucoup plus difficile nous attend. Après 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron, le dégoût est profond dans une partie de l'électorat à son égard, tout comme à l'égard de Marine Le Pen. Et une partie de cet électorat dit vouloir s'abstenir au deuxième tour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inquiète? Et comment vous vous positionnez dans ce troc, comme vous disiez tout à l'heure, qui nous est imposé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? C'est quelque chose qui, à mon sens, touche au fonctionnement de la démocratie libérale telle qu'elle s'est développée durant maintenant beaucoup d'années. Ce qui est assez frappant dans ce qui nous est proposé, dans ce choix qui nous est fait, c'est qu'à mon sens, c'est un choix qui est faux. Alors je sais qu'en ce moment, nous sommes tous en train de réfléchir à une forme de tactique, à une forme de manière de répondre aux défis qui nous est lancé. Mais ce n'est pas nous qui pensons de manière fausse, c'est le choix qui nous est proposé, qui n'est pas un véritable choix, qui est un faux choix. Et cette question du faux choix, elle s'explique par les logiques néolibérales et fascistes qui ont décidé de s'allier et qui sont alliés structurellement parlant, qui sont alliés historiquement parlant. Et les solutions sont toutes des solutions insatisfaisantes, puisque le choix est faux. C'est comme si on nous disait vous avez 2 possibilités, mais qu'en vérité, ces 2 possibilités n'étaient que le dédoublement d'une unique possibilité, la violence et la casse sociale et une forme de chasse politique aux populations racisées. Emmanuel Macron n'est pas Marine Le Pen n'est pas Emmanuel Macron, c'est assez clair dans les projets qu'ils défendent, mais selon moi la question n'est pas de savoir s'ils se confondent, mais bien de devoir gérer politiquement le fait que, d'une manière ou d'une autre, ils marchent ensemble, à des rythmes différents, selon des marches différentes, mais il y a quelque chose qui les lie. Il y a quelque chose qui les unit stratégiquement et idéologiquement. Et le néolibéralisme a besoin de la pensée raciste, et la pensée raciste a besoin de la pensée néolibérale. À partir de là, à partir du moment où la classe dirigeante prétend organiser, on pourrait dire, une forme d'élection démocratique, à partir du moment où on battrait pavillon démocratique, on est bien obligé de se rendre compte qu'en fait le caractère substituable des candidats, en tout cas une grande partie d'entre eux, nous offre des choix qui ne sont pas des choix et nous laisse face à une situation impossible et à nous de régler cette impossibilité. Mais encore une fois, j'insiste sur cette chose selon laquelle cette impossibilité politique, elle a un sens politiquement. Et ce sens politique, c'est, comme je le disais, la destruction de l'idée de gauche, la destruction de l'idée de gauche au sens de l'idée égalitaire et au sens de la possibilité pour les uns et pour les autres de vivre des vies vivables. Puisqu'au final, les questions qui se posent sont bien des questions de l'ordre de la vie et de la mort. Qui peut vivre? Qui doit mourir? Et dans quelles conditions? Et tout cela s'organise dans une forme de brouillage absolument délirant et épuisant, si bien que chacun, en son âme et conscience, ou en suivant les consignes politiques qui seront données, si des consignes sont données, devra faire ce choix. Mais je ne peux pas, pour ma part, par exemple, m'empêcher de penser que des personnes qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main,
vont devoir voter pour Emmanuel Macron avec la seule main qui leur reste. C'est quelque chose d'assez frappant, c'est quelque chose d'assez terrible, et à mon sens, on peut comprendre les personnes qui s'interrogent, et je crois que tous nous interrogeons. Nous verrons bien comment l'issue se prononce. Ce que vous dites quelque part, c'est que pour faire barrage à la pensée raciste, malgré tout ce qui s'est passé et la violence ressentie par le quinquennat d'Emmanuel Macron, on ne peut pas faire l'économie de glisser un bulletin Macron dans l'urne pour éviter le pire ? Je crois que le vote pour Emmanuel Macron est un vote absolument détestable, absolument... c'est un choix que l'on ne peut que abhorrer, encore une fois, si on se souvient de ce qui s'est passé lors des mouvements sociaux menés par les Gilets jaunes, de ce qui s'est passé avec les formes de répression qui ont frappé bon nombre de lycéens, des lycéens qui ont été agenouillés, qui ont été placés face à un mur, les mains derrière la tête, la répression des mouvements antiracistes, évidemment la question de la loi sur le séparatisme qui a été une forme de légalisation des pratiques et de la pensée islamophobe. Tout ça constitue un bilan politique des plus détestables, encore une fois, des plus haïssables. Mais en face, comme je le disais, nous avons une version moins euphémisée, on pourrait dire, plus directe, plus sincère aussi, dans son racisme et dans son islamophobie et dans sa haine des mouvements sociaux, qui est incarnée par Marine Le Pen. Donc c'est très difficile d'accepter cette forme de comparaison, mais c'est bien une forme de comparaison d'un point de vue tactique auquel nous sommes contraints. Et heureusement, bientôt, cette page présidentielle va se tourner. La question de la tactique du vote va s'éteindre et nous allons pouvoir passer à une autre forme de réflexion qui sera dans tous les cas de combattre le président ou la présidente qui sera nommé. Mais personne ne peut faire l'économie de la réflexion tactique, aussi douloureuse affectivement soit-elle. Merci beaucoup, Kautar Archi. Merci beaucoup. Je rappelle donc la sortie de votre livre l'année dernière, Comme nous existons, aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup. Mediapart.